Bienvenue dans mon podcast quotidien de science-fiction, où chaque jour je vous emmène dans des mondes extraordinaires, où nous explorerons des œuvres littéraires, racontant des histoires fascinantes qui ont été écrites tout au long de notre histoire. Bonjour à toutes et bonjour à tous, très chères auditrices, très chers auditeurs. J'espère que vous allez tous très très bien. Petit point sur la chaîne, les épisodes qui sont concentrés sur la science-fiction vont bientôt arriver. J'essaye de trouver, on va dire, des nouvelles idées. J'ai mis en place, on va dire, une nouvelle idée de sujet sur la science-fiction, donc ça devrait pas tarder à arriver. Je pense d'ici fin de semaine, à mon avis. Les épisodes sur les trous noirs vont arriver normalement d'ici demain, je pense, le prochain. Et concernant l'épisode numéro 12, donc celui-ci que je suis en train de vous faire, les 2 épisodes sortiront aujourd'hui si tout va bien. Donc aujourd'hui, on va parler des défis de la navigation et de la communication, donc à la vitesse de la lumière quasiment, à des vitesses supraluminiques. Vous allez voir que ça demande beaucoup de détails et de points de recherche pour pouvoir comprendre et surmonter ces défis qui vont s'offrir à nous. Et donc là, j'ai quand même poussé aussi le sujet quand même assez loin. Vous allez voir, on va parler quand même de tout un tas d'informations, de tout un tas de choses. Peut-être qu'on fera 3 petits épisodes, on verra, en fonction de la quantité d'informations que je vais vous donner. Allez, c'est parti, on va commencer à explorer les défis uniques de cette navigation et de la communication lorsqu'on se déplace à des vitesses supraluminiques. Vous allez voir que ce domaine il soulève des questions fascinantes sur la manière de maintenir des repères fiables pour la navigation et même de garantir des communications efficaces malgré la distorsion spatio-temporelle extrême qu'il pourrait y avoir. Allez, c'est parti. Donc vous allez comprendre que naviguer forcément à des vitesses qui vont dépasser celles de la lumière, ça présente des défis sans précédent, parce que les méthodes conventionnelles de navigation spatiale, qui sont basées sur la transmission de signaux lumineux ou radio, ne sont plus applicables en fait. Donc on va devoir surpasser ces signaux lumineux. Donc quand un vaisseau il atteint des vitesses supraluminiques, il entre en fait dans un domaine où les lois conventionnelles de la physique, telles qu'on les connaît, sont radicalement transformées. À ces vitesses extrêmes, en fait, le vaisseau voyage plus rapidement que la lumière elle-même. Donc ça a des implications profondes pour la navigation traditionnelle, qui, elle, s'appuie en fait généralement sur des signaux lumineux pour la localisation et la communication. Vous allez voir, on va apprendre plein de choses. Donc tout d'abord, on peut se concentrer sur l'inadéquation en fait des méthodes traditionnelles. Donc dans le contexte spatial, les navigateurs ils utilisent souvent la lumière des étoiles ou des signaux émis par des satellites pour déterminer leur position dans l'espace. Ces techniques, elles sont basées sur le temps que la lumière met à voyager d'un point à un autre, et ça permet de calculer des distances et des positions avec une très grande précision. Cependant, lorsqu'un objet se déplace plus vite que la lumière, ces signaux lumineux en fait sont laissés derrière lui. Donc si le vaisseau dépasse la vitesse de la lumière, tout signal qu'il émettrait en fait vers l'arrière ne pourrait jamais le rattraper en fait, ni être intercepté par un observateur qui suivrait la même trajectoire. Je ne sais pas si vous avez bien compris. Forcément, ça a des conséquences sur la navigation et la localisation. Cette situation a créé un véritable défi pour la localisation spatiale. Donc tout d'abord, l'absence de référentiel fixe. En gros, la lumière des étoiles ou d'autres corps célestes qui pourraient normalement servir de point de référence, qui sont fixes pour la navigation, eh bien c'est plus du tout utilisable de manière conventionnelle. Le vaisseau, en fait, il pourrait techniquement dépasser la lumière émise par ces corps avant qu'elle ne parvienne à un observateur ou à un instrument de mesure à l'intérieur du vaisseau ou à proximité du vaisseau, quoi. Et ensuite, les conséquences, c'est la distorsion des signaux. Non seulement les signaux en fait, qui sont laissés derrière le vaisseau, mais leur perception serait également altérée par des effets tels que le décalage vers le rouge ou vers le bleu extrême, qui pourraient en fait déformer gravement les informations qu'ils sont censés porter, quoi. Donc ça pourrait rendre les données en fait, collectées par ces méthodes traditionnelles peu fiables ou même totalement inutilisables, quoi. Du coup, ça demande des recherches de nouvelles méthodologies. Pour naviguer efficacement à des vitesses supraluminiques, il va falloir en fait développer des méthodes qui sont radicalement différentes. Et donc ça pourrait inclure 2 méthodes, on va dire. La navigation inertielle avancée. En gros, c'est utiliser des systèmes de navigation qui sont inertiels et ultra précis, qui, une fois initialisés, ils pourraient permettre de maintenir une trajectoire sans référence externe continue. On va y revenir plus tard.
Et après, c'est l'utilisation de phénomènes physiques non lumineux. Donc on va devoir explorer des moyens de navigation qui sont basés sur d'autres types de rayonnements ou de champs magnétiques qui ne sont pas limités par la vitesse de la lumière. Ça demande des implications théoriques et pratiques. Donc ces défis, ils obligent forcément les scientifiques et les ingénieurs à repenser non seulement comment on navigue dans l'espace, mais aussi comment on perçoit et on mesure les distances, et comment on perçoit le mouvement à l'échelle cosmique. En fait, cette exploration pourrait ouvrir la porte à des découvertes fondamentales sur la structure de l'univers et sur les limites de la vitesse et du mouvement à travers l'espace-temps. Donc le dépassement des signaux lumineux à des vitesses supraluminiques, c'est pas seulement un défi technique, c'est un problème carrément fondamental qui interpelle notre conception les plus basiques de la navigation et de la communication dans l'espace. Ensuite, ça demande aussi un certain point sur la relativité et la perception du temps. Ça demande de s'y pencher un peu. La théorie de la relativité générale d'Einstein, qui révolutionnera en fait notre compréhension de l'espace et du temps, elle a proposé des prédictions qui deviennent de plus en plus contre-intuitives à mesure qu'on s'approche de la vitesse de la lumière. L'un des aspects les plus fascinants et déroutants de cette théorie, c'est la dilatation temporelle. J'en ai déjà parlé. Ça décrit comment le temps lui-même est affecté par la vitesse. Donc, parlons un peu de cette dilatation temporelle à la vitesse lumineuse et supraluminique. Donc, à des vitesses proches de celle de la lumière, la dilatation temporelle, elle signifie en fait que le temps se déroule plus lentement pour un observateur en mouvement par rapport à un observateur au repos. Donc cette conséquence étrange de la relativité, elle est confirmée par des expériences, on en a déjà faites, telles que les observations sur des particules subatomiques accélérées, ou même des horloges atomiques qui sont embarquées dans des avions. Et donc à des vitesses bien sûr supraluminiques, c'est un concept encore largement hypothétique bien sûr, mais au-delà de notre technologie actuelle, ça faut le prendre en compte. Et les implications théoriques de la relativité, elles suggèrent des scénarios encore plus étranges, vous allez voir. Donc ça a des implications aussi pour la navigation et la communication. Si un vaisseau il pouvait voyager à une vitesse supérieure à celle de la lumière, il y a des effets qui pourraient se présenter. Tout d'abord, l'inversion ou l'altération de la dilatation temporelle. En gros, les théories actuelles, elles ne peuvent pas prédire de manière fiable ce qui se passerait exactement, mais il est possible que ces effets de dilatation temporelle s'inversent ou prennent une forme qu'on ne pouvait pas encore concevoir avant, jusqu'à temps qu'on fasse cette expérience. Ça pourrait en fait signifier que le temps il pourrait s'accélérer de manière perceptible à bord du vaisseau, contrairement à l'effet de ralentissement observé à des vitesses sublimineuses, supraluminiques. Ça demande aussi un problème de synchronisation, la coordination entre le vaisseau et puis les points de contrôle ou des bases spatiales, ça deviendrait extrêmement complexe. Les systèmes de navigation et de communication standards qui dépendent de la régularité et de la prévisibilité du temps pour fonctionner correctement, ils pourraient devenir inopérants. Ça demande des défis théoriques et expérimentaux. On va devoir se pencher dessus, sur l'exploration de ces phénomènes. Ça nécessite forcément des extensions ou des révisions de la théorie de la relativité, ou peut-être même une nouvelle théorie physique qui pourrait intégrer des vitesses supraluminiques de manière cohérente. Donc il y a deux défis, donc la recherche théorique et la validation expérimentale. Concernant donc la recherche théorique, il y a des modèles mathématiques avancés et des simulations qui pourraient aider à prédire les comportements relatifs au temps dans ces conditions extrêmes. Et ensuite la validation expérimentale, donc bien que directement inaccessible avec les technologies qu'on a actuellement, des expériences indirectes ou des observations astrophysiques pourraient fournir des indices sur la manière dont la relativité fonctionne à des échelles extrêmes. Donc la gestion des effets de la relativité à des vitesses supraluminiques reste l'un des plus grands défis de la physique moderne et de l'exploration spatiale. Les implications de ces voyages sur la perception du temps, elles ouvrent non seulement des défis techniques pour la navigation et la communication, mais posent également des questions profondes sur notre compréhension de l'univers. La poursuite en fait de ces questions qu'on se pose ensemble, elle pourrait non seulement résoudre les mystères de la physique fondamentale, mais aussi éventuellement ouvrir des voies vers des technologies de voyage interstellaire qui auparavant étaient inimaginables ou faisaient partie de la science-fiction. Intéressons-nous maintenant à la communication à des vitesses supraluminiques. Ça aussi, ça demande un certain point dessus. Vous allez voir que c'est quand même assez fascinant. Donc, quand on communique depuis un vaisseau qui voyage à une vitesse supraluminique, ça pose forcément des problèmes de rattrapage des informations qui sont envoyées depuis un autre point de l'univers. Tout d'abord, donc, on a le retard de signal. À des vitesses supraluminiques, la communication entre un vaisseau spatial et la Terre, elle pose des défis considérables en raison des limitations fondamentales imposées par la vitesse de la lumière.
Le retard de signal donc devient un obstacle majeur, car les signaux électromagnétiques, y compris les ondes radio et les transmissions lumineuses, elles ne peuvent pas donc se déplacer plus vite que la vitesse de la lumière. Ça crée une série de problèmes complexes pour la communication, le contrôle d'émission et les opérations de support. Intéressons-nous un peu à la nature du retard du signal. Donc, on a un temps de transmission. Donc, on va s'intéresser un petit peu à ça. Donc, à des vitesses supraluminiques, en fait, un vaisseau qui voyage plus vite que la lumière à laquelle ses propres signaux électromagnétiques peuvent se propager. Donc, par conséquent, les signaux envoyés par le vaisseau mettraient beaucoup plus de temps à atteindre la Terre que la durée du voyage du vaisseau lui-même, en fait. Par exemple, si un vaisseau voyage à 10 fois la vitesse de la lumière vers une étoile qui est située à 10 années-lumière, il atteindrait en fait sa destination en 1 an. Cependant, les signaux de communication envoyés en cours de route prendraient toujours 10 ans pour atteindre la Terre. Et après, on peut s'intéresser à un autre point sur la nature de ce fameux retard de signal, c'est l'asynchronie, ça s'appelle. En gros, c'est ce décalage qui entraîne une perte de synchronisation entre les événements se déroulant à bord du vaisseau et ceux observés depuis la Terre. Et les contrôleurs de mission donc, recevraient en fait des informations obsolètes et devraient anticiper en fait les besoins du vaisseau avec un décalage temporel considérable. Et ça implique forcément la prise de décision et la gestion d'urgence. Donc forcément, ça a des conséquences pour le contrôle de la mission. Tout d'abord, les planifications anticipatives. Donc les missions supraluminiques nécessiteraient une planification détaillée et des scénarios prédéfinis pour gérer les situations d'urgence ou les défaillances techniques en raison de la capacité à répondre en temps réel, bien sûr. Après, c'est l'autonomie du vaisseau. Donc le vaisseau et son équipage, ils vont devoir opérer avec une autonomie significative. Donc ça implique le développement de systèmes embarqués avancés pour la prise de décision, la gestion de ressources, la réparation d'urgence, sans support instantané de la Terre. Et aussi, ça demande des systèmes de communication redondants. Les communications, elles devront être redondantes et capables de stocker et de transmettre des données en grande quantité pour compenser les retards et assurer que les informations critiques sont relayées de manière efficace. Ça semble encore très compliqué tout ça, parce que ça demande des défis technologiques. On va devoir innover sur pas mal de choses. Tout d'abord, les technologies de communication innovantes. Par exemple, le développement de nouvelles technologies, comme les communications quantiques, ça pourrait théoriquement permettre des communications instantanées. Mais bon, ces technologies, elles ne sont pas encore en phase de recherche et puis c'est loin d'être mis en œuvre à l'échelle interstellaire. Après, on a l'IA et l'automatisation. Ça, c'est plus probable. Les systèmes d'IA sophistiqués et les algorithmes d'apprentissage automatique, ils pourraient aider à gérer les opérations du vaisseau de manière autonome. Donc ils vont traiter les données en temps réel et ça va prendre des décisions basées sur des algorithmes prédéfinis. Et aussi les simulations et modélisations. Donc il va falloir des outils de simulation avancés qui seront essentiels pour modéliser les scénarios possibles et puis même planifier des réponses aux différents défis posés par le retard du signal, quoi. Donc le retard de signal à des vitesses supraluminiques, ça pose des défis significatifs pour la communication et le contrôle de mission. Ça exige des innovations technologiques et des ajustements opérationnels majeurs. La gestion efficace de ces retards, c'est essentiel pour assurer la sécurité et le succès des missions supraluminiques. Et tandis que les solutions actuelles ne sont pas encore à la hauteur de ces défis. Pour l'instant, la recherche continue, et puis les avancées technologiques elles pourraient même peut-être un jour éventuellement fournir des moyens pour surmonter ces fameux obstacles qui vont ainsi de facto nous rapprocher de la possibilité de voyager à des vitesses supraluminiques et puis même de communiquer au-delà des limites actuelles de l'espace-temps. Peut-être que ça demande des alternatives de communication. Peut-être se pencher sur d'autres alternatives. Et je vais vous en exposer quelques-unes, vous allez voir. Donc, les méthodes traditionnelles qui sont basées sur les signaux lumineux ou radio, donc, ils ne sont pas viables, ça on l'a compris. Donc pour surmonter ces obstacles, il y a des méthodes théoriques contre l'entrelacement quantique qui sont explorées en fait comme des alternatives prometteuses. Bon, ces méthodes elles sont encore largement hypothétiques, ça qu'on soit clair, et ça nécessite des avancées significatives en physique quantique. Mais bon, je vais vous offrir un petit aperçu des possibilités futures pour la communication interstellaire, vous allez voir, c'est intéressant. Donc tout d'abord, on va se concentrer sur l'entrelacement quantique. Alors qu'est-ce que c'est? Donc le principe de l'entrelacement, c'est quoi? L'entrelacement quantique, c'est un phénomène où deux particules ou plus deviennent corrélées de manière à ce que l'état de l'une affecte instantanément l'état de l'autre, indépendamment de la distance qui les sépare aussi. Donc ce phénomène, il a déjà été vérifié expérimentalement sur de courtes distances
et ça constitue la base de nombreuses recherches en communication quantique. Donc, ça occasionne aussi une communication instantanée. Théoriquement, l'entrelacement quantique, il pourrait permettre une communication instantanée entre deux points distants, et si deux particules entrelacées sont séparées par des années-lumière, une mesure effectuée sur l'une affecterait instantanément l'autre. Donc cela pourrait fournir un moyen de transmettre des informations sans les limitations de la vitesse de la lumière. En se concentrant sur l'entrelacement quantique, ça demande des défis techniques et théoriques. Tout d'abord, la création et le maintien de l'entrelacement. Pour maintenir l'entrelacement sur de longues distances et pour des périodes prolongées, c'est extrêmement difficile. Les particules entrelacées, elles sont très sensibles aux perturbations de leur environnement et ça peut donc détruire l'état d'entrelacement. Le deuxième défi, c'est la transmission d'informations. Donc bien que l'entrelacement y permette la corrélation instantanée, il ne permet pas directement la transmission de données de manière conventionnelle. Donc pour envoyer des informations utiles, un canal de communication classique serait encore nécessaire, limitant ainsi l'avantage de l'entrelacement en termes de vitesse. Troisième défi technique, c'est la complexité expérimentale. Les expériences d'entrelacement à grande échelle, elles nécessitent des équipements extrêmement sophistiqués et précis, tels que des générateurs de photons entrelacés, des détecteurs de haute précision et des environnements contrôlés pour minimiser les perturbations externes. Alors, il y a des technologies de communication quantique que je peux survoler avec vous. Tout d'abord, on a les répéteurs quantiques. Donc pour augmenter les distances sur lesquelles l'entrelacement peut être maintenu, on va placer des répéteurs quantiques tout autour de l'espace, de l'endroit où on veut communiquer, d'un point d'une étoile à une autre par exemple. Et ces dispositifs, ils pourraient prolonger en fait l'état d'entrelacement en créant des nouveaux liens entrelacés entre les segments de la distance totale. En gros, on met des répéteurs quantiques un petit peu à mi-chemin, aux trois quarts du chemin, voilà, pour pouvoir faire un peu des communications, un peu comme les satellites, pour communiquer de planète en planète, quoi. Je me suis un peu perdu, désolé. Ensuite, on va parler aussi de la téléportation quantique, comme technologie de communication quantique. En gros, c'est un autre concept qui est lié à celui de la téléportation quantique, où en fait l'état quantique d'une particule est transféré à une autre particule distante via l'entrelacement, et ça implique l'utilisation de canaux classiques et quantiques, et ça pourrait théoriquement en fait permettre le transfert de données quantiques sur des grandes distances, quoi. Mais ça reste encore enfin c'est très théorique. Ça a des implications donc sur la communication interstellaire. Tout d'abord, la sécurité et la cryptographie. Donc les systèmes de communication quantique qui sont basés sur l'entrelacement, ils vont forcément offrir un potentiel pour des communications ultra sécurisées. Et donc toute tentative d'interception ou de perturbation de données entrelacées pourrait être immédiatement détectée. Et ça va assurer ainsi une sécurité maximale, mais jusqu'à ce qu'un hacker trouve une solution et qui découvre une faille. Et après, il y a l'évolutivité. Pour appliquer en gros ces technologies à l'échelle interstellaire, il y a des percées significatives dans notre compréhension et dans notre manipulation des systèmes quantiques qui sont nécessaires. Et ça inclut le développement de technologies robustes capables de fonctionner dans des conditions extrêmes de l'espace. Oui, pour cet épisode-là, on va faire une petite conclusion, vous allez voir. En gros, les alternatives de communication qui sont basées donc sur ce fameux entrelacement quantique, ça représente une frontière fascinante et prometteuse pour surmonter les limitations de communication. Mais bon, bien que c'est des défis techniques et théoriques, ces défis, ils restent théoriques et ils restent majeurs. C'est des théories majeures qui sont très compliquées à mettre en place, à imaginer, à mettre au point, à vérifier. Bon, ça continue en physique quantique, il y a quand même pas mal de recherches qui se fait de jour en jour, on apprend des choses nouvelles. Ça pourrait peut-être un jour permettre la réalisation de ces méthodes à grande échelle, qu'on a parlé. Donc ces innovations, bien sûr, elles vont révolutionner non seulement la communication interstellaire, mais aussi de nombreux autres domaines technologiques qui vont offrir des nouvelles perspectives pour l'exploration et la compréhension de l'univers, quoi. Mais on est encore très loin, vous avez bien vu, je le répète de temps en temps, mais bon, c'est encore de la théorie, on n'est vraiment pas du tout là, quoi. Voilà, pour cet épisode-là, en tout cas, pour cet épisode 12, on va dire, cette première partie, on va en finir ici. Pour le deuxième épisode et le dernier, on parlera de la technologie et des stratégies innovantes. Et après, on parlera d'autres sujets très intéressants sur le Warp Drive. Mais déjà, au moins, on aura un peu fini sur tout ce qui est considération sur la santé, la sécurité, l'équipage, le vaisseau, les communications. Voilà, tous ces petits détails-là, il fallait en parler, il faut en parler. Ça permet vraiment de se mettre dans... vraiment d'aller jusqu'au bout du concept de ces vidéos, c'est
c'est d'imaginer et d'explorer toutes les possibilités futures qu'il pourrait y avoir, concernant cette bulle OneDrive. D'ailleurs, ce sujet m'a été recommandé par un abonné, que je remercie encore une fois de plus, s'il écoute toujours ces épisodes. En tout cas, prenez soin de vous, passez une très belle journée, une très belle soirée et à très bientôt pour le prochain épisode. Ciao, ciao.